Je suis un réveil, pas n'importe quel réveil. Je suis le réveil d'un petit enfant d'Oradour. Tous les jours, je le réveille. Il n'est pas toujours content lorsque je sonne. C'est pour cela qu'il me frappe. Mais il prenait soin de moi. Il veille à ce que je sois à l'heure. Un jour de 10 juin 1944, tout s'est arrêté. D'une petite douleur quotidienne, je suis passé au malheur, car j'ai brûlé. On m'a attaqué à l'extérieur, mais mon intérieur est intact. Je n'affiche plus l'heure, mais le temps ne s'arrête pas. Le temps est rempli de malheur, d'horreur. Malgré tout, il ne s'arrête pas. Il continuera toujours, même si quelquefois, on aimerait effacer des moments et des horreurs. Mais on ne peut pas. Moi, je suis abîmé de l'extérieur, mais cette terreur que j'ai vécue n'a pas réussi à me toucher au plus profond de moi-même. Mes organes engrenages se sont endurcis, figés. La rouille m'a mise à la retraite. Malheureusement, la rouille, car je suis fait de ferraille. C'est comme ça que le grand horloger de Limoges en a décidé. Je suis fier d'être comme cela. Je suis marqué par le brasier. Je suis unique, car de tous les réveils du monde, mon histoire est la plus exceptionnelle. On m'a retrouvé, on m'a placé non loin de ma vraie maison. Aujourd'hui, je suis le premier objet d'une exposition. Je suis celui qui marque le temps, la souffrance et la résilience. Une machine à coudre endormie telle une plante. Sous la nuit profonde d'Oradour-sur-Glane. Endormie dans le village triste et abandonné. Seul, au milieu de la rouille, des pierres et des poteaux électriques. Choqué. Choqué comme les arbres et la cloche qui ont assisté au massacre, à l'enfer. Absente. Absentes telles les familles qui ont souffert, qui sont maintenant là, dans le cimetière, à attendre que la mémoire se transmette. Une machine à coudre pleure, après ce désastre impardonnable et inhumain qui aura figé dans le temps nos familles, nos lieux, nos objets. Une tombe qui marche, ou encore des végétations en effondrement. Cet écroulement, lié à la rouille du passé traumatisant. On épie la douleur. Des machines à coudre abandonnées au fond du cimetière. Le passé douloureux des ruines saisit le hurlement de pierre, apeurée, résonnante. Dissimulée et se sentant seule, la baignoire remplie de tristesse n'a pas d'autre solution que d'observer le vide silencieux qui tente en vain de s'échapper. Le glas de l'école. J'étais sur le point de sonner. Les enfants jouaient dans la cour, les adultes parlaient entre eux du reste des devoirs à donner. Tout était paisible. Jusqu'à ce jour-là, le 10 juin 1944. Tout s'est passé comme d'habitude. Mais ce jour-là, j'entendis des horreurs. Des enfants effrayés, en pleurs. Hommes, femmes s'étaient fait emporter par les soldats. Des hommes effrayants avec des regards vides. Ils tenaient sur eux des armes. Tous parlaient une langue étrangère. L'un d'entre eux répétait qu'ils étaient inoffensifs et que tous devaient les suivre. Mais après que tout le monde se fut emporté, des cris, des pleurs et des tirs retentirent dans tout le village. Les meurtres avaient commencé. Après que les cris se furent arrêtés, je vis les soldats d'un air déterminé avancer vers moi. Ils prirent du foin et brûlèrent tout sur leur passage. Après ce moment de terreur, j'ouvris les yeux. Toutes les maisons étaient en ruine, les hôtels, les coiffeurs, les terrains où les enfants aimaient jouer, et même l'église. Et moi seule, en dessous de tous ces débris, j'étais sale, abîmée, fissurée, rouillée à cause des flammes. Tous les bons souvenirs étaient partis.
Je déambule au milieu des gravats traumatiques, des ruines de l'enfer, à côté des rails du tramway s'en allant vers le lointain des mémoires. Je marche sur cette route que plein d'autres ont empruntée, dans ce village qui avant ressemblait au mien, au tien. Je suis seule devant l'église de calcaire et de cendres, face aux larmes de fonte de la cloche désormais muette, confrontée au silence de l'histoire. L'écorce du grand chêne enchaîne cette destruction barbare et les corps des défunts. Les granges suffoquent, étouffées par l'angoisse. Je me balade dans les entrailles du lourd passé, entre les rues désertiques, entre les couloirs du temps. Près de la gare, je m'égare dans la fumée des brasiers. Comme dans la bouche, un goût de sang. Moi, petit briquet. Simple petit briquet venant d'une usine du nord de la France, me suis retrouvé ici, à Oradour-sur-Glane, village commun du Limousin. Mon propriétaire, André, père de 2 filles, Marie et Louise, toutes 2 à l'école des filles, était marié à Françoise, couturière depuis 5 ans et qui s'épanouissait dans son métier. Ce matin, André me sort de sa poche pour allumer la bouilloire. L'eau se réchauffe, chauffe, surchauffe, bout. Tous les matins, André boit son café et déjeune avant toute la famille car il doit aller au garage. C'est un garagiste plutôt débordé dans son travail et très fatigué. Il me remet dans sa poche et s'en va. Dans cette poche, je suis comme un oisillon dans son nid. Aujourd'hui, le soleil tape, comme tous les midis, André mange son pain avec du fromage. Repas modeste, mais cela lui suffit. Après la pause déjeuner, le village est aussi calme que l'océan Pacifique. Cher lecteur, cette fin sera moins descriptive car notre petit objet tient à ne pas raconter ces moments terribles. Des bruits de moteur, des voix graves, une langue inconnue, et puis rien. Tout cela est passé tellement vite. Mes pensées restent en moi, mais je me sens vide, sans âme. Je suis témoin du passé et prouve aux gens qui me regardent que d'une certaine façon, je vis encore. Et il ne faut pas oublier le passé, car il construit notre présent. Une balle rouillée de violence, dans l'impact laissé à l'église, roule sous les pavés, cherchant un chemin parmi des rails de tristesse qui imposent l'absence. Les arbres s'allongent pour illuminer le village couvert de nuages. Les coups de feu hurlent dans le village. La médaille du temps révèle l'horreur, l'ancien grand portrait, brisé récemment, pleure sa tristesse. La voiture, elle aussi fissurée par le désespoir de la rouille. Le jouet, laissé là, dans l'horreur de l'enfance. La rue d'Oradour, pavée de malheur, résonne. Un contact. Je sens quelque chose me soulever, me prendre. C'est rugueux. Une main, celle d'un vieillard. Je me trouve maintenant dans un endroit sombre. Puis, lumière. Et encore une fois, l'obscurité. On me reprend, me repose dans ma jolie boîte. On m'a enfin adopté. Quelqu'un est en train de m'attacher à une poche. Je ne sens plus rien et une fois encore, lumière. Un visage est penché sur moi. Il a l'air vieux et fatigué, mais très joyeux. Grâce à moi. Enfin, je crois. Il m'emmène loin, mon heureux propriétaire. Il est à moi, je suis à lui. Je ne veux plus le quitter, lui non plus. Il ne se passe pas une journée sans que le barbon ne m'utilise. Voilà, je l'aide. Je lui donne l'heure. Il me trouve jolie, et il se vend de mes, paraît-il, magnifiques courbures dorées, de mes beaux chiffres et ma forme parfaite. Lorsque nous faisons notre promenade habituelle de l'après-midi, aux alentours de 14 heures, je ressens, je ne sais pas, une chose anormale. Des hommes en uniforme sont arrivés. Ils nous ont emmenés dans une grange du village, avec d'autres personnes. Des tirs ont retenti. Il est mort. L'homme avec qui j'ai passé tant d'années. Mort. Son corps criblé de balles. Le froid, la peur. J'ignore ce que je vais devenir.
Est-il seulement possible d'imaginer une vie sans mon compagnon bien-aimé ? Un jour, peut-être, je serai trouvé au milieu des ruines et des cendres, anciennes flammes qui m'ont torturé, blessé à en mourir. Que fera-t-on de moi ? Je veux le voir, mon barbon, le mien, à moi. J'aimerais encore sentir sa main épuisée me toucher, me prendre. J'aimerais encore entendre sa vieille voix. J'aimerais encore sentir l'odeur de sa poche usée par la vie. J'aimerais encore. L'abandon. Je suis posée sur une table, je sers à couper des tissus. J'attends que Marie se serve de moi comme tous les matins. Il fait encore nuit, mais je sais que bientôt Marie va venir faire du café et commencer à travailler. À côté de moi, il y a la machine à coudre pour finaliser les vêtements que Marie fait. Elle commence en me prenant. Elle déchire pour avoir le bout qu'elle veut, j'entaille, je découpe. Elle prend ensuite la machine à coudre et continue sa chemise. Il est midi, Marie a fini sa chemise. Elle me pose sur la table et part manger. Vers 13h, elle s'endort. Tout d'un coup, en début d'après-midi, j'entends des coups de feu et des gens crient. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Marie se réveille de sa sieste. C'est des soldats. Ils sont déjà là, je les entends. Ils entrent sans frapper. Marie dévale les escaliers sans me jeter un regard. Elle s'en va sans me prendre avec elle. Ma maison commence à brûler avec moi à l'intérieur. Je n'entends plus aucun bruit, je ne sais pas quelle heure il est et quel jour on est. Marie n'est jamais revenue. Je me sens triste, abandonnée. Tout d'un coup, je sens qu'on me prend, mais brusquement. Ce n'est pas Marie. On me met dans une boîte et on m'emmène dans un bâtiment qui n'est pas ma maison. Me voilà enfermée pour toujours dans cette vitrine. Je suis joyeux et heureux. C'était midi avant le massacre de notre village, le 10 juin 1944. J'étais portée par un petit enfant. Il était précieux par sa famille et j'étais tout aussi précieux pour lui. Alors que le village était attaqué et incendié, je me suis retrouvée à terre, loin d'eux. Je me souviens encore des cris, des larmes et des bruits qui ont rempli ce jour-là. Après le massacre, le village était méconnaissable. Les maisons ont été détruites. Le silence régnait là où se trouvait autrefois la vie. Quoi qu'il en soit, je suis restée un symbole d'espoir et de résilience pendant cette période sombre. Après le drame, j'ai été retrouvée à quelques lieues du village. Les gens étaient émus de me voir, moi, un gelé qui avait survécu à l'horreur de cette journée. Je suis devenue un rappel de la force de l'esprit humain et de la capacité à surmonter les épreuves les plus difficiles. Aujourd'hui, je suis soigneusement exposée dans un mémorial où ma présence rappelle aux visiteurs l'importance de se souvenir de l'histoire d'Oradour-sur-Glane et des innocents qui ont perdu la vie ce jour-là. Dans le village à la mémoire rouillée, un arbre, l'âme en peine, déambule dans le dédale de ruines désespérées, sous la surveillance acharnée d'une voiture défunte. Le rire des enfants reste à jamais dans la mémoire de ces murs. Mélancolique, la vie, éteinte, peine à retrouver sa place. Dans cet escalier de violence sans fin, sur les rails de l'enfer, les familles pétrifiées resteront à jamais. Mais la nature, curieuse, repeuple ses remparts, ses passages, ses vergers. Les ruines, vivant à nouveau, racontent la mémoire des âmes enfouies, la vie, le renouveau. Contemplé par l'arbre, nostalgique, un monde oublié renaît de ses cendres.